Vous avez dit plusieurs fois, vous avez changé aussi un petit peu, en tout cas vous êtes passé d'un produit qui était en interne à du SaaS. Tout à fait. Qu'est-ce qui a fait que en fait vous êtes passé d'un business model, enfin de quelque chose d'interne à vraiment externe? Est-ce que c'était au niveau business? Est-ce que c'était des appels du pied quand vous avez présenté en fait à droite à gauche ce projet parce que c'était quelque chose d'interne? Comment ça s'est fait? Alors, on n'a pas abandonné la plateforme pour l'interne, Ouais. parce que c'est important de dire que le business model n'a pas complètement changé. Complètement. Ok. On fait les deux en parallèle, sachant que en interne, ce qu'on utilise va être complètement vendu en externe. C'est-à-dire qu'en gros, nos premiers utilisateurs de notre plateforme SaaS, c'est nos utilisateurs internes. Ce sont nos utilisateurs internes. Ce qui a fait ça, entre autres, c'est l'arrivée du Covid, pour le coup. Ok. Au moment de l'arrivée du Covid, on lançait notre fonctionnalité Instant, dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire que pour les petits tickets, donc au-dessous de 250 000 euros, on peut proposer en fait à l'utilisateur d'avoir une réponse en quelques minutes. Donc il fait sa demande, en quelques minutes il a une offre et il peut avoir son projet abouti en quelques jours. Donc on l'a sorti juste à ce moment en fait du Covid et les grandes banques à ce moment-là ont vu rapidement arriver des demandes, une volumétrie de demandes pour les prêts garantis par l'État qui était assez impressionnante pour les petites et moyennes entreprises. Et comme tout un chacun le sait, les grandes banques aujourd'hui ne font pas du full digital. C'est-à-dire qu'au moment où on a dû fermer toutes les banques et fermer en fait toute la France, on va dire, pour le confinement, elles n'étaient pas capables de faire ce pas, de faire du full digital, puisque elles n'avaient pas mis en place quoi que ce soit aligné avec ça. Et donc du coup, quand elles ont vu notre instant process arriver sur le marché avec nous, en fait, on voit jamais notre utilisateur. Donc on a mis des outils en interne qui nous permettent d'analyser les probabilités de fraude, les probabilités de risque, sans avoir à voir notre utilisateur en direct. Tout ça, en fait, c'était des outils qui leur manquaient à eux pour pouvoir procéder déjà à un prêt beaucoup plus rapide et aussi de pouvoir faire un projet en full digital. Donc elles sont venues vers nous en nous disant: est-ce qu'on ne peut pas utiliser votre techno en marque blanche? Et on a eu également en fait les néobanques qui se sont adressées à nous parce qu'entre autres, elles n'avaient pas la capacité de faire du crédit, elles ne sont pas habilitées à le faire, et entre autres pour faire un prêt garanti par l'État, elles étaient obligées de pouvoir le faire, en tout cas pour venir en aide à leurs utilisateurs quotidiens. Elles n'y arrivaient pas à pouvoir en fait servir cette demande-là, ce qui fait qu'en fait tous leurs utilisateurs étaient obligés de créer un compte dans les grandes banques pour pouvoir en fait avoir un prêt garanti par l'État. Donc elles perdaient des utilisateurs et nous on leur donnait en fait accès à cette nouvelle fonctionnalité de crédit en faisant en fait du prêt directement embarqué via API sur leur plateforme. Et donc, à partir de ce moment-là, on a vu une opportunité de marché puisqu'elles sont venues directement vers nous proposer ça. On avait face à nous, en fait, un produit qui était utilisé en interne et comme chacun le sait, quand c'est utilisé en interne, les fonctionnalités sont définies mais elles ne sont pas parfaites, il y a des petits trous dans la raquette et puis on se permet des choses quand on s'est fait en interne qu'on ne pourrait pas vendre en externe. En tout cas sur une partie du produit. Et donc on a dû aussi réfléchir à l'architecture fonctionnelle pour pouvoir proposer ça en SaaS. C'est-à-dire qu'on n'était pas structuré ni techniquement ni fonctionnellement pour avoir un produit délivré en SaaS. Il a fallu y réfléchir pour pouvoir en fait le mettre en production. Donc on a sélectionné une des banques qui était venue vers nous pour pouvoir en fait lancer un POC qui était un POC vraiment on a fait ça vraiment avec les moyens du bord, on va dire. En parallèle, on construisait en fait toute cette architecture fonctionnelle et technique qui nous permettait de le vendre en SaaS avec toute l'évaluation de
comment on va faire payer, quel type de facturation, quelles seraient les logiques en fait de segmentation de la data pour pouvoir en fait isoler et anonymiser l'ensemble de tout ça. Donc il y avait beaucoup de problématiques derrière, mais une des problématiques auxquelles on ne pense pas nécessairement, et c'est pour ça que c'est important d'en parler ici, c'est à quel point le fait de le vendre en SaaS et de le vendre en externe va impacter en fait les interfaces et aussi l'UX de la structure. Et là, je préfère laisser en parler Max. Mais oui, en fait, sur ça, alors c'est pas préparé, hein, comment on vient de faire ça. Mais, c'est pas du tout préparé. Mais, non, en fait, comme dit Sarah, c'est qu'il y a des trous dans la raquette quand on fait l'outil interne parce que finalement nos collègues sont à l'étage en dessous et on peut leur expliquer ce qui va pas. On va avoir des termes qui sont très centrés sur notre entreprise, donc parce que ils utilisent ça depuis 6 ans, donc pour eux c'est normal. Puis d'un coup on se rend compte qu'en le mettant à l'externe, en fait tout le monde ne comprend pas, même s'ils sont dans la finance et qu'ils sont dans le même domaine, ils n'utilisent pas la même chose, et le terme est anglicisé. Et non, ils parlent français, ils veulent pas voir ça. Donc on a vu déjà ces petites problématiques là, et surtout là maintenant on en est à un moment où en fait l'outil il part de l'interne pour aller vers l'externe. Donc il y a plein de choses qui ont été faites sur les outils, qui sont surtout dédiées à l'interne, qui seront pas vouées à aller à l'externe peut-être plus tard, mais pas pour le moment pas du tout, parce que c'est vraiment des process internes et il n'y a pas de nécessité de les mettre à l'externe. Mais le problème c'est qu'on va prendre ça, le mettre à l'externe, enlever la couche qui est spécifique à October, et donner ça à l'externe. Et le problème de ça, c'est que c'est là où on se rend compte qu'il y a pas mal de trous, que c'est très tourné sur comment nous on fonctionne, et qu'il y a des choses qui fonctionnent pas parce que ça marche pas pour de l'externe, parce que ça rentre dans un process et on le sort d'un process, mais d'un coup c'est plus lié, donc c'est plus logique. Donc là, la grosse problématique qu'il y a, c'est qu'il y a deux choses. Il y a d'un côté réussir à parler à des utilisateurs externes. Donc c'est pour ça qu'on a recruté quelqu'un justement en UX Writing pour nous aider sur cette partie-là, parce qu'à un moment on est un peu aussi limité sur tout ça. Et l'autre point, c'est de réussir à faire passer, en gros ce que je disais, l'outil qui est fait d'abord pour l'interne vers l'externe. Maintenant l'idée c'est d'abord le penser pour l'externe, pour après rajouter réellement la couche interne. Donc c'est un peu, je sais pas si c'est très très clair comment je l'explique, mais c'est vraiment se dire, on a une base vraiment qui est commune aux deux, qui fonctionne dans tous les cas sans problème, et maintenant on peut l'intégrer à October et là rajouter notre couche qui est bien à nous, bien spécifique pour nos process et pour les process de... Sachant qu'on essaye d'avoir le moins possible de spécifiques pour qu'on puisse développer un maximum de fonctionnalités vendables en interne comme en externe. Du coup, vous êtes votre propre client finalement. C'est ça. Oui, tout à fait. Okay. Mais là, c'est un des gros enjeux de réussir à faire cette bascule qui va être vraiment importante, que ce soit juste d'un point de vue design, mais aussi technique, pour être sûr de s'en sortir et que s'il y a un troisième client qui arrive, un quatrième ou un nouveau module qu'on veut faire, être sûr qu'en fait on peut le shipper, on va dire, plutôt facilement pour l'externe et pas se dire on a fait plein de trucs pour October dessus, maintenant il faut l'enlever alors qu'il y a des dépendances partout. C'est pas cette idée-là qu'il faut... Et l'idée c'était vraiment de construire un produit qui utilise exactement ce qu'on avait déjà construit, puisque c'était quand même massif comme produit, et pas de reconstruire une plateforme ou de dupliquer une plateforme qu'on va vendre en externe et de multiplier le nombre de développeurs par le nombre de projets. C'était vraiment de vendre le produit qu'on utilise en interne. Donc c'est ce que tu disais, on est notre propre client, notre premier client en fait. Et du coup, par rapport à la priorisation, est-ce qu'il n'y a pas de la frustration, parce que c'est quand même votre produit, c'est chez vous, ça vient de vous. Et finalement, est-ce que vous vous priorisez, vous, au top Est-ce que justement, avec des méthodes, tu parlais tout à l'heure de RICE, donc finalement, ce qui fait que chaque client, après, ça dépend potentiellement du nombre de personnes impactées. Donc s'il n'y a que October, finalement, c'est dépriorisé. Donc est-ce qu'il n'y a pas de la frustration ? Comment est-ce que vous gérez tout ça ? Tu le résumes très très bien. C'est exactement ça, c'est quand on utilise le RICE, donc... avec les deux business units d'October en tête, donc que ce soit October Connect, c'est-à-dire la vision de je vends en SaaS, et la vision d'October classique qui fait du prêt. J'essaie de ne pas avoir les mots en anglais, c'est très dur pour moi. Tu peux donner aussi certains mots en anglais, t'inquiète. Non, mais on est sur Twitch. On n'a pas de problème. Et donc du coup, il faut avoir les deux en tête. Donc quand on a positionné notre RICE, donc le R comme le I, on avait des poids pour les deux business units. Donc en gros, les fonctionnalités qui pouvaient toucher les deux, elles avaient un poids de plus en plus fort, en tout cas en business value, et ça permettait en gros de prioriser celles qui étaient configurées pour l'ensemble des deux business units.
c'est sûr que ça va générer de la frustration, et ça, tu l'as très bien noté, mais je pense que tout le monde est conscient en interne que October Connect, qui est donc la vente en SaaS, va donner un nouveau souffle à October, et que ça va nous permettre en fait d'aller encore plus loin. Et ils sont d'autant plus conscients aujourd'hui que tous les feedbacks qu'on va nous donner et tous les nouvelles idées que eux ont détectées, ou potentiellement les problématiques qu'ils rencontrent aujourd'hui vont être utilisées en fait en externe également. Donc ce sont nos premiers, c'est vraiment nos early adopters en fait en interne, et y avoir accès en fait en permanence, parce qu'on peut aller leur poser des questions, comprendre leur raisonnement. Ils sont juste en bas, comme tu disais, ou sont juste à une visio de nous. Ça nous permet en fait de détecter des problèmes beaucoup plus rapidement que si on devait aller faire de la user research en extérieur. Et donc en gros ils en sont bien conscients. Et ils sont bien conscients qu'ils apportent également de la valeur pour le produit October Connect, tout autant que pour le produit October Lending classique qui utilise cette techno, entre autres. Mais je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Oui, très bien. Justement, on a Todoupsi qui demande combien de temps vous estimez pour faire cette bascule correctement. Ça dépend de comment tu es architecturé en interne, je ne sais pas. Ça dépend de ce que tu veux vendre, ça dépend de ton analyse de marché. Nous, on a mis, pour être honnête, à partir du moment où on a établi l'idée de se lancer et jusqu'au moment où on a lancé vraiment le premier client, ne parlons pas du POC en question, je pense qu'on a mis à peu près 1 an. Et c'est encore en cours, la bascule est encore en cours, surtout sur la partie design et sur l'UX writing, et sur, je pense aussi techniquement, tout n'est pas encore fini. Mais en fait, ça vient petit à petit, parce que justement, comme elle disait, c'est un gros produit aussi, il y a beaucoup de legacy, que ce soit design, technique, donc il y a un moment, faut migrer un petit peu tout ça, réussir aussi à poser cette structure on pense d'abord externe pour après rajouter la couche interne, sachant qu'il y a quand même des trucs qui existent déjà, donc on va pas se dire, on refait tout juste pour que ça fonctionne de cette manière. Donc c'est plus toutes les nouvelles features qui font ça, et petit à petit, dès qu'il y a un bout de feature qui apparaît dans une qui existait déjà, allez, essayons de retravailler un peu le tout, de faire un peu cette mise à jour pour que ça passe dans ce sens-là. Mais ça demande un gros travail, une grosse doc, et bien réfléchir, justement, prendre ce recul un petit peu, ce pas de recul pour voir qu'est-ce qu'on doit faire, quoi, tout ça. En tout cas, il faut définir le MVP de ce que tu veux sortir, et nous, ce qui a été le plus complexe, c'était la ségrégation de la data pour que ça puisse être utilisé en extérieur de manière complètement anonymisée, et qu'on ait en interne en gros qu'on soit compliant avec comment on dit compliant en français? C'est pas grave. Compliant avec les organismes financiers qui nous prenaient en fait en face de nous. Et quand vous passez d'un produit interne à externe, presque marque blanche, SaaS, au niveau UX, potentiellement il n'y avait pas de design system, donc ça veut dire créer un design system. Comment ça s'est passé Pareil, c'est ce que je disais sur le legacy. Après, en fait, ça s'est fait aussi petit à petit. C'est qu'il y en a beaucoup qui évangélisent ça en disant voilà, vous êtes 3, vous pouvez y aller, ou c'est des grosses teams. Ils disent regardez, c'est génial, on a fait 6 mois pour le faire, mais en fait, il y a 4 personnes qui sont dédiées à temps plein et ça fonctionne. Bon, d'autres, c'est pas dédié à temps plein, mais il y a peut-être moins de grosses features. Un des problèmes, peut-être, là je vais vraiment parler sur la partie design, c'est au moment où je suis arrivé, c'est qu'il y avait déjà un peu une révolution qui était en train d'être faite au sein d'October, justement sur la mise en place du produit, mettre en place des nouvelles features. En plus, derrière ça, mettre le design system en place. En fait, du coup, il y a un moment, il faut aussi prioriser. C'est là où il fallait se dire, on veut quand même avancer sur des features, donc on fait un peu le design system aussi en parallèle. Et il y avait un gros legacy. On parle vraiment tout souvent de legacy technique, mais il y a aussi un gros legacy design, où il y a eu plusieurs couches de design. Il y en avait une dernière qui était là, mais on fait 3-4, donc il faut déjà réussir à prendre tout ça en place et de se dire, on va pas juste perdre 6 mois à tout refaire et on pose un design system et on passe sur autre chose. Donc tout a été fait en parallèle. Quand on était à 2, c'était quand même assez compliqué. On a essayé quand même de faire des choses, on a regroupé tout et on a commencé à prendre certaines décisions. Deux au product design. Oui, 2 au product design, pardon. Et avec l'arrivée d'un 3e, où là, ça a été plus simple. En plus, c'est quelqu'un qui avait vraiment envie de travailler dessus, donc il a un peu pris les rênes de ça. Et on a commencé à mettre tout le process en place. Et justement, en fait, en soi, on avait un gros UI kit
pour faire simple. Et là maintenant, on est vraiment en train de le structurer. La prochaine étape, c'est que ça passe plus sur la partie technique, donc avec Storybook, etc., pour justement vraiment que ça suive côté technique, et on aura fait un bon pas. Mais là, côté design, il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Tout n'est pas parfait, hein, comme souvent, mais en tout cas, on a bien avancé sur cette partie. Donc, et c'est long, ça a été un long travail. Ouais, mais si je peux ajouter, il y a quelqu'un qui disait tout à l'heure, c'est sympa d'être PM full stack parce qu'il y a un petit côté entrepreneurial. En fait, nous, on est tout le temps dans le côté entrepreneurial parce qu'en gros, il y a énormément de chantiers en même temps. Donc, que ce soit le chantier justement sur l'évolution d'un produit vers de l'externe ou la création de nouveaux sujets qui sont extrêmement compliqués et denses à défricher, ou tout ce qui est design system, mise en place. On fait tout de front. Et on arrive à jongler entre les priorités pour pouvoir en fait faire quelque chose qui délivre un maximum de business value. Mais oui, c'est vrai que c'est difficile. Et est-ce que vous avez des petits tips pour des personnes qui ont des produits en interne pour pouvoir l'externaliser? Est-ce qu'il y a déjà des premiers signes avant-coureurs où on se dit ok, mais en fait là, il faudrait peut-être penser à faire un vrai produit, à le vendre à l'externe? Bon, en fait, c'est surtout sur des produits typiquement, c'est des business qui sont uniquement dédiés au métier. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de boîtes qui ont fait à peu près la même chose. Je pense à Penny Lane, par exemple, qui a commencé par avoir ses propres comptables et puis qui progressivement est passé en logiciel de comptabilité complètement vendu en SaaS. C'est pareil, en fait, dès qu'on a une logique qui s'adresse à un métier, et qui défriche en fait un monde qui est un peu poussiéreux potentiellement. Je pense qu'il faut y penser rapidement parce que on détient en fait de la valeur produit qui est donnée pour des personnes qui aujourd'hui ne peuvent pas se lancer là-dedans parce que c'est complètement en dehors de ce qu'elles pourraient imaginer ou envisager. Et les prémices de ça, c'est de sentir qu'on est dans un métier qui ont besoin de techno et qu'on peut appliquer les mêmes process qu'on utilise en interne vers l'externe. Et il faut aussi analyser le fait que ça ne cannibalise pas notre propre marché. Donc bien comprendre que si on se lance en SaaS, ça veut dire que potentiellement un autre organisme de prêt pourrait utiliser en fait nos propres algorithmes. Nous, ça nous dérange pas parce qu'on sait où est-ce qu'on est positionné sur le marché. On avait déjà un certain nombre d'années en fait d'existence en tant que prêteur. Donc on sait très bien où est-ce qu'on est positionné et que si on met nos différents modules et nos différents outils en vente en SaaS, ça n'allait pas nous cannibaliser le marché. Donc du coup, nous on s'est lancé là-dessus. Je ne sais pas si c'est assez précis comme réponse. Pour moi, il faut juste sentir les opportunités marché, regarder en fait s'il y a quelque chose d'intéressant à proposer au monde dans lequel on est, le secteur. J'ai pas grand-chose à dire sur ça. Après, je pense que c'est aussi une vision de... j'allais dire que nous c'était assez simple parce qu'on a voulu développer des outils en interne et d'un coup on s'est dit mais en fait on développe, chaque outil peut être une start-up à part entière et effectivement il y a un outil qu'on fait, il y a une boîte qui fait quasiment la même chose mais vraiment qui est dédiée à ça, qui a levé 15 millions de dollars, donc on se dit en fait notre outil on peut aussi nous le vendre à l'externe mais du coup on va le vendre mais avec tout le reste, avec les autres modules, et là ça va vraiment faire un plus gros outil, plus utilisable pour tout le monde au lieu d'être encore un qui apparaît dans une galaxie. Donc je pense que c'est ça. Et puis, vraiment pour préciser, nous, ce qui nous différencie en fait des autres chez October, c'est aussi l'UX et la facilité en fait d'acquérir un prêt hyper rapidement pour nos emprunteurs. Ça, c'est quelque chose qui a vraiment de la valeur. Et je pense que les anciennes sociétés qui sont sur des marchés un peu vieillissants n'ont pas conscience en fait que l'UX a une vraie valeur business. Et pour moi, en fait, la crise du Covid a révélé ça, mais de manière criante dans le monde du prêt. Et je pense qu'elle a dû le réveiller pour d'autres choses, et je pense qu'il faut juste le sentir à ce moment-là. Vraiment valoriser l'UX aussi. Très clairement. Et c'est pour ça qu'on en parlait du coup de cette évolution de poste de UI qu'on voyait qui évolue de plus en plus.
Tu parlais de X-Writer, c'est maintenant des nouveaux postes aussi qu'on voit de plus en plus. Donc j'ai l'impression que ça se structure bien sur cette partie product design et c'est vraiment quelque chose qui aura vraiment encore plus d'avenir au fur et à mesure des années. En fait, c'est assez important, mais ça vient toujours avec aussi le fait que l'entreprise grossisse ou que on a de plus en plus de features. C'est que normalement, on a toujours dit l'UX Writing, ça fait partie une des cordes de l'arc du product design. Je sais pas du tout ce que je suis en train de dire. Bref, c'est un truc qu'il doit savoir faire et on nous en parle plein, mais à un moment il faut aussi savoir parler. Il y a des moments où on est bloqué dessus, on dit bon bah je tourne le truc dans tous les sens, ça marche pas. Bah, quelqu'un qui est dédié à ça, qui sait vraiment faire du UX-writing ou du copywriting ou les deux, et ça c'est encore mieux, bah, ça va permettre de vraiment avancer plus en profondeur, d'être beaucoup plus structuré, parce que les bases sans dire qu'on les a tous, mais c'est relativement simple. Mais dès qu'il faut rentrer dans des détails de est-ce qu'on dit vérification ou validation et de réussir à le mettre dans plusieurs langues, bah, là, il y a un moment, on est vite perdu, quoi. Donc, Puis, il y a plusieurs personas. Donc, du coup, il y a des personas qui sont très, très à l'aise avec le monde de la finance et d'autres qui ne comprennent pas du tout, puisqu'on a des prêteurs particuliers qui sont pas... ils viennent pas de ce monde-là. Et donc, il faut pouvoir parler à toutes ces personnes différentes. En plus, on a de nouveaux utilisateurs maintenant avec les personnes en externe. Donc, vraiment, le poste du X-Writing, maintenant, il est clé chez nous. Et on attend la personne qui devrait arriver avec impatience sur le sujet. Donc voilà. Et d'ailleurs, c'est pour ça aussi que nous, on croit aussi chez Weavoo vraiment que le PM, tu parlais justement, on a plusieurs sensibilités, mais d'avoir aussi cette sensibilité justement sur la partie UX, en tout cas product design, c'est hyper important. Et pour ça, nous, on crée aussi des formations justement sur cette partie, comment est-ce qu'on fait pour faire monter en compétence les product managers sur cette partie, justement, parce que c'est vraiment hyper important et c'est vraiment clé aussi, tout comme avoir cet aspect business, mais aussi du coup avoir cet aspect justement product design qui est hyper important. Après, on peut pas être fort partout. Non, pas grave. on peut pas, mais avoir cette sensibilité comme l'aspect technique, comme l'aspect data et autres, des fois on va avoir des bonnes appétences et d'autres fois non. Tout à fait. Malheureusement. On a Aint One qui pose du coup la dernière question avant qu'on passe justement au jeu. Est-ce que demain, vous pensez qu'on aura des rôles plus à cheval, comme des design engineers, pour mieux coller aux sensibilités de chacun ? C'est hyper intéressant comme vision. Non, mais j'ai beaucoup parlé. T'es parti. Non, mais je sais pas ce que ferait un design engineer, mais pourquoi pas. Je pense qu'on sait pas ce que... Enfin... Je pense que plus une boîte va grandir en maturité, plus on aura besoin de profils très, très pointus sur certains sujets. Donc, qu'il y ait des espèces de mix comme ça, ça peut être intéressant. Après, il ne faut pas partir dans des notions... moi, j'ai un peu en aversion tous les nouveaux... terme buzz, tout le monde a envie de devenir ce nouveau truc et personne ne sait ce qu'il y a dedans en fait. Je fais vraiment attention à ça. Après, je pense qu'il y a probablement des domaines extrêmement pointus. Donc, je parle du X-Writing par exemple et j'en vois tout son sens en fait chez nous. Faut voir aussi à quel moment on introduit quel type de nouveaux profils. On en a besoin. Exactement. Donc nous, par exemple, on pense à très rapidement prendre un product marketing manager parce que c'est quelque chose qui manque chez nous, à cheval entre le marketing et le management, product management. L'idée n'est pas de prendre quelqu'un juste parce que c'est un terme buzz et que tout le monde a envie de devenir ce nouveau métier, etc. C'est qu'il y a un vrai besoin en interne. Et donc, voilà, il faut savoir l'identifier et faire appel à des experts dans les domaines au moment où la boîte arrive à une forme de maturité qui nous demande ce type de process. Mais par exemple, un product ops, chez nous, ça ne servirait à rien du tout. Oui. Je ne dis pas que ça ne sert pas dans les autres boîtes, je dis juste que vu le format actuel ça ne servira à rien. C'est vrai que c'est dans des boîtes qui scalent énormément très rapidement pour aider tout ça. Et je suis d'accord avec ça. Après, c'est des spécialisations. Alors, je ne sais pas exactement ce que fait un design engineer, un ingénieur design. Je sais pas du tout. Mais c'est comme dire, il nous faut quelqu'un qui s'occupe que du design system. Ça marchera peut-être quand on va être 5 designers, 6 designers. C'est-à-dire, oui, là, il y a vraiment besoin d'avoir quelqu'un dessus parce qu'on peut plus être assise dessus, ça marche plus. Mais, et comme le poste du directeur, mais il faut réussir à l'identifier
alors, au bon moment si on peut, mais pas juste se dire parce que Spotify fait ça, on a besoin de ça, ou Facebook fait ça. Oui, mais ils ont des structures qui sont complètement différentes. Ils ont des business units où des gens travaillent juste sur un truc en particulier. Et donc c'est ça aussi des fois où on peut vite se faire embarquer là-dedans parce que des boîtes qui commencent déjà à être un peu plus grosses vont avoir des gros départements produits, des gros départements design. Donc je parle vraiment sur cette partie-là où voilà, chacun est très très spécialisé dans son truc. C'est très bien, il y a des gens qui vont adorer faire ça, quelqu'un qui va adorer faire que du design system et c'est super. Mais on va pas juste prendre quelqu'un parce qu'une autre boîte a fait pareil. C'est le moment où on en a besoin, on le prendra. Le X-Writer chez nous, c'est typiquement ça, c'est le bascule. On s'est rendu compte que là ça commence à être trop problématique. On a fait en sorte de pouvoir recruter cette personne-là parce qu'elle allait nous être utile. C'est regarder les tendances mais pas forcément les suivre, voilà. En tout cas pas à n'importe quel prix. C'est ça. Oui, exactement.